Bonsoir à tous, bienvenue dans ce numéro 12 du Bistrot d'Allez LOSC, saison 2, l'émission réalisée par des supporters du LOSC pour des supporters du LOSC qui reprend chaque semaine les points principaux de l'actualité de notre club favori. Au sommaire cette semaine, nous reviendrons sur les deux matchs de la semaine dernière, Rennes et Troyes, une semaine à 6 points. Nous évoquerons ensuite la Ligue des Champions, Wolfsburg, la porte des étoiles. Et enfin, nous terminerons par une analyse du prochain choc en championnat de Ligue 1, Lille-Lyon, qui va remporter le Deceptionico entre ces deux clubs qui sont finalement dans le ventre mou alors qu'on les attendait beaucoup plus proches du haut du classement. Pas d'invité ce soir, mais nous avons un panel de piliers de bistrot en pleine forme. Alors, nous allons commencer par le plus jeune d'entre nous. Il représente sa page Breaking Dogs et il s'appelle Baptiste. Bonsoir Baptiste, comment vas-tu? Bonsoir François, je vais très bien, bonsoir à tous. Nous avons ensuite le duo des Christophe. Alors, Christophe C, qui a repris son drapeau canadien qui avait été réclamé par plusieurs auditeurs la semaine dernière. Bonsoir Christophe. Bonsoir à tous, bonsoir François. Pas de drapeau canadien, mais uniquement son talent. Christophe, bonsoir. Christophe D. Sans dire qu'il y a rien derrière. Bonsoir à toutes et tous. Tu t'attendais pas à une présentation comme celle-là. Et il est toujours avec nous depuis la côte dunkerquoise. Bonsoir Georges. Bonsoir à toutes et tous. Donc, vous savez que comme chaque semaine, nous allons vous faire gagner une place cette semaine pour le match Lille-Lyon qui aura lieu donc le week-end prochain. Pour ça, une question sera posée pendant le direct et le premier qui répondra sur les commentaires de la page du groupe Facebook Allez LOSC remportera cette place en tribune active. Je parlais de groupe Allez LOSC, vous pouvez réagir en direct sur les commentaires du groupe Allez LOSC ou sur la page Facebook du bistrot d'Allez LOSC. N'hésitez pas, nous nous nourrirons de vos différentes réactions. Je vous propose de commencer par la première partie de l'émission, un retour sur les deux derniers matchs de Ligue 1, Rennes et Troyes, qui se sont soldés par deux victoires du LOSC, deux victoires qui font énormément de bien au classement, même si on verra qu'au nombre de places, entre guillemets, on est toujours à peu près au même niveau, mais par contre, les écarts se réduisent par rapport à la tête et se sont accentués par rapport au bas du classement. Je vous propose de commencer d'abord par le match Rennes-Lille. Comme d'habitude, peut-être un petit tour d'horizon du match, que vous en avez pensé, puis après on rentrera dans les détails avec les tops et les flops. Qui veut commencer? Baptiste, je te vois bien sur le sujet. Est-ce que tu as des choses à dire sur ce Rennes-Lille et cette victoire qu'on n'espérait pas du LOSC à Rennes? Oui, ben, je pense que tu as commencé par bien résumer, hein. On ne pensait vraiment pas que le LOSC aurait pu s'imposer à Rennes. Le LOSC a fait preuve d'énormément de réussite. Pour preuve, hein, il y a eu 6 tirs du côté du LOSC, 2 tirs cadrés et donc 2 buts, donc une superbe efficacité du côté du LOSC. J'ai trouvé cette équipe de Rennes très convaincante, vraiment une équipe de Rennes qui fait, entre guillemets, surfer sur la Ligue 1. Et c'est vrai qu'on les a un peu déjoués avec ce 4-4-2, enfin ce 4-3-3, entre guillemets. On ne sait jamais si c'est un 4-4-2 ou un 4-3-3. Et c'était assez plaisant à voir ce match. Je ne pensais vraiment pas qu'il aurait pu s'imposer. Mais on a eu en face une très bonne équipe. Mais Lille a réussi à s'imposer. Et c'est vraiment cool dans cet objectif de cette semaine. Alors, on a déjà des commentaires. On a notamment un bonjour de notre ami Fernando D'Amico qu'on salue au passage. Bonsoir Fernando. Christophe, c'est ton analyse de ce match. Une surprise ou tu t'attendais à une réaction du LOSC par rapport à ses réactions habituelles contre les gros du championnat? Une surprise, oui, quand même, surtout vu le match, enfin, vu la première mi-temps. J'ai été très, très étonné de la prestation de première, qui était sans doute une des plus belles de la saison. Alors, avec de la réussite, comme le disait Baptiste, mais je pense qu'on a quand même fait une des plus belles mi-temps
cette année à Rennes. Après, la deuxième était un petit peu plus laborieuse, mais l'essentiel, voilà, on menait 2-0. Je ne sais pas si ça s'est produit beaucoup déjà cette année, je n'ai pas vérifié ça, mais Baptiste pourra peut-être nous le dire, le roi de la stat, mais 2-0 à la mi-temps, je n'ai pas beaucoup en tête ce score-là. Puis après, ben voilà, ça a tenu, mais ce que je retiendrai surtout, c'est qu'on a vu un bon match de foot des deux côtés. Ça, on s'y attendait un petit peu plus, on en avait parlé la semaine dernière. Ça a été vraiment un bon match de foot, voilà, à l'image de ce que fait Rennes en championnat et de ce que nous, on fait en Ligue des Champions. On avait dit qu'il fallait un match de Ligue des Champions pour faire un bon résultat à Rennes, c'est ce qu'on a fait. Et Rennes a fait également une belle partie. Donc, une belle équipe plaisante avec des joueurs offensifs, ça part de partout. Ça va vite, c'est technique. Voilà, un beau foot, un match plaisant, plus que le deuxième de la semaine. Et ça rejoint l'analyse d'avant-match de Bruno Genesio, qui, je le rappelle, avait dit Rennes-Lille sera un match de niveau Ligue des Champions, ce qui était parfait pour motiver nos joueurs. Christophe Day, que penses-tu de ce Rennes-Lille-là? D'abord, moi, j'avais dit qu'on allait gagner. S'il y avait un match qu'on devait gagner dans la semaine, c'était celui-là, parce que c'est un gros en face. J'ai les enregistrements, hein, je peux le prouver. Et parce que c'est un gros en face et qu'on est motivé par ce gros. Et après, j'ai beaucoup apprécié. Alors, Baptiste il parlait de tactique. Je pense que c'était un 4-3-1-2, c'est-à-dire qu'avec un Sanchez complètement libre au milieu et s'adossant sur trois milieux qui font le boulot pour bloquer tout ce qu'il fallait bloquer et pour apporter offensivement quand il faut apporter. Donc, je trouve que ce nouvel équilibre est pas mal. Avec Sanchez, c'est très bien. Parce que Sanchez sur un côté, on a vu que c'était pas trop la solution. Là, pas mal devant en espèce de 10, mais c'est pas vraiment un 10, Sanchez, hein, c'est un peu un chien fou, il va à gauche, il va à droite, mais totalement libre, et les trois joueurs du milieu qui font le reste, je trouve ça très intéressant, et je trouve que ça a très bien marché. C'était vraiment super comme match, parce que c'était le match où on est, comme l'année passée en gros, hein, on est super bon au milieu, on est super bon en première mi-temps, deuxième mi-temps on est un peu moins bon, mais on tient. Alors que cette année, deuxième mi-temps, on a un peu moins bon, mais on ne tient pas. Et donc là, cette année, ça a changé. Et puis, Rennes, par rapport à leur série, on a vu la série juste derrière. Ils sont encore allés gagner 5-0 à Saint-Etienne juste derrière. On peut dire que Rennes, le seul couac qu'ils ont eu dans leurs 15 derniers matchs, c'est Lille. Et c'est tout sauf un hasard. Ça veut dire qu'on a la qualité pour faire ces matchs-là. On peut dire que c'est dommage par rapport au début de l'année, mais on peut se dire aussi que le potentiel de ce groupe n'est pas perdu, quoi. Et c'est vraiment un super kiff ce match. Et si tu voulais rajouter des choses sur les statistiques et notamment sur la dernière fois où le LOSC menait 2-0 à la mi-temps. Ouais, comme a dit Georges, c'est bien à Lille-Reims cette saison et non pas à Lille-Angers comme je l'avais évoqué. Mais non, c'est bien à Lille-Reims où il y a 2 têtes en première mi-temps. C'est ça. Merci, Georges. Alors, Georges, alors que je viens de vouloir piéger Baptiste sans le faire exprès, d'ailleurs, je n'avais pas vu tout le détail. Georges, on parlait là avec les autres piliers de 4-4-2 qui se transforment en 4-4-2-3-1, etc. Je pose un, je retiens deux. Est-ce que finalement, ces notions de schéma tactique ne sont pas accessoires dans les yeux de Gourvenec qui finalement adapte son équipe en fonction des événements et les joueurs dont il a à disposition? Je crois que comme le disait Christophe, non, je pense que le match à Rennes, il se gagne quand même terriblement tactiquement, avec ce paradoxe d'avoir fait justement jouer Sanchez en électron libre, quoi. Mais non, il y a une vraie rigueur, justement, ce qui des fois tentait à manquer. Et surtout, que la tactique soit parfaitement appliquée, parce qu'au final, comment expliquer, la physionomie, on a une première mi-temps qu'on maîtrise vraiment pas mal. Enfin, je veux dire, les 2 buts n'arrivent pas de nulle part, c'est pas usurpé, c'est pas un hold-up. Et je trouve qu'en deuxième mi-temps, moi, j'avais très peur après le but rennais en me disant, on doit revenir gros comme une maison. Et ça a tenu, et ça a tellement bien tenu que j'ai pas souvenir après le but d'une véritable grosse occasion rennaise, quoi. Je pense qu'on a su les contenir. Maintenant, ma mémoire me joue peut-être des tours, mais j'ai l'impression que vraiment on a su les contenir parfaitement. Et il y a eu un vrai engagement. Enfin, une fois, j'ai vu des dogs affamés, quoi. Alors, je ne voulais pas dire que Gourvenec n'avait pas de tactique dans son jeu, hein. Je voulais dire simplement que
on lui reprochait il y a quelques semaines de rester dans les chaussures de Christophe Galtier avec un 4-4-2 immuable. Et en fait, on s'aperçoit notamment sur les derniers matchs que une équipe annoncée en 4-4-2, comme c'était le cas au début du match de Rennes, tout le monde annonçait la composition d'équipe comme un 4-4-2, finalement, a changé en cours de match, il a eu un ajustement et cette position justement de Sanchez en électron libre a fait que ça s'est transformé finalement en 4-3-1-2, c'est ça, j'en oublie pas, j'en ai pas un trop. Je pense que c'est 4-3-1-2. Voilà, 4-3-1-2, et qui finalement répond un peu aux détracteurs de Gourvenec et a trouvé finalement la solution en un ajustement de son jeu habituel. Alors, je vous propose peut-être de... Alors, et pour compléter ce que tu disais, effectivement, je crois que Lille a réussi à anesthésier les Rennais. Preuve en est, ils ont eu certes 10 tirs, seulement 2 cadrés, et c'est vrai qu'on n'a pas ce sentiment qu'ils étaient vraiment très dangereux, à part peut-être en fin de match où ça poussait, ou après la réduction du score de Bourigeaud, où ils ont effectivement poussé un peu plus et on s'est fait quelques frayeurs. Je vous propose de revenir sur le match avec vos tops et vos flops. Alors, qui veut commencer? Peut-être Georges sur ta lancée? Ouais, allez. Alors, je vais laisser Sanchez aux autres tellement c'est un top qui paraît évident sur le match. Donc, je vais en prendre 3 autres quand même parce que on va placer Sanchez hors concours. Moi, j'ai bien aimé la charnière centrale et de plus en plus, autant Diallo utilisé à contre-emploi à droite, en latéral, je trouve que c'est compliqué, qu'au centre, il est en train de retrouver toute sa mesure, toutes ses sensations. J'ai trouvé fabuleux. Fonté, excellent aussi. Parce que je crois que si on a été aussi peu inquiété, on leur doit beaucoup. Et je citerai quand même pour la combativité, tout ce qu'il a amené, Timothy Weah. Et je n'ai pas envie de mettre de flop sur ce match-là parce qu'il y a eu un collectif impeccable. Donc, je ne mettrai pas de flop. Alors, on reprend dans le sens inverse de tout à l'heure. Christophe D, ton top et ton éventuel flop. Moi, j'ai bien aimé la charnière Fonté-Botman. C'est quand même Botman qui joue le match, c'est pas Diallo. Ils sont à 3. Il y a. Diallo, il joue à droite. Ah, mais bon. Oui, exact. Non, mais il y a 2 matchs sur la semaine. Me doutez que ça va. En tout cas, le match de Diallo est quand même énorme. Et pour une fois, c'est vrai qu'il joue à droite. C'est vrai, mais c'est très vachement plus recentré. Ouais. Ouais, il a bien joué à droite. Mais Botman fait un super match de retour. Aussi, ouais. Bon, non, c'est. Bon, il a joué un peu avant, mais voilà. Donc, Fonté-Botman, ouais, c'est très bien. Moi, Sanchez, quand même si, voilà, Sanchez, très, très bien. Et Tcheka, il faut le souligner parce qu'il est inconstant cette année. On en reparlera après, mais Tcheka, sur ce match-là, il s'est vraiment il s'est projeté à marquer le but. Ça, c'est super déjà pour lui parce que c'est son premier but depuis le Trophée des Champions. Mais pas seulement, il est assis plus essayer de monter avec le ballon, de jouer avec le ballon, et c'était vraiment intéressant. Donc vraiment, j'ai bien aimé Tcheka, Sanchez, et il faut souligner d'ailleurs que c'est 2 buts des milieux de terrain. C'est Tcheka et Sanchez qui marquent. Et bon, c'est pas que les attaquants n'ont rien fait, hein, ils ont bien remué la défense rennaise, mais ça a souligné que les milieux de terrain ont pris le relais. Et ça, c'est rassurant sur une saison quand on voit que tout le monde peut marquer. C'est un peu comme l'année passée quand Bamba marquait des buts, on était content parce qu'on se disait au moins le danger il vient de partout. Donc là, c'est bien que ce soit pas David encore une fois qui marquait des buts. Bien que j'aime bien quand David marque des buts, hein, c'est pas ça le problème. Mais pour une fois, le relais a été pris. Et la solidité défensive. Et alors, si j'ai quelqu'un à sortir, je dirais encore une fois Fonte, parce que Fonte, il est quand même énorme, quoi. Franchement, ces matchs, il a raté quelques matchs au début de saison où il était un peu moins bien, mais là, ça fait une dizaine de matchs où il est énorme. Christophe, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Allô? Vraiment. On a perdu Christophe C. On t'entend pas, Christophe. Je ne sais pas s'il y a un problème. Et là, comme ça va aller mieux. Ça va mieux, ça va mieux. De bêtises. Il y en a un qui n'a pas été cité, André. Alors, il a eu un petit peu plus de déchets, mais je pense que sur le boulot qui a été fait au centre, il est en grande partie présent aussi sur ce match. Hein, donc voilà. Je voulais le citer parce qu'il n'avait pas encore été nommé ce soir. Alors, il n'est pas avec nous ce soir. On a Julien qui nous regarde. Il nous fait part de sa liste de flops. Alors, Grbić, toujours pas rassurant.
Bourigeaud, C'est vrai. Bourigeaud, qui n'oublie jamais qu'il a été lensois quand il joue contre nous. Terrier et Guirassi, qui eux savent se rappeler qu'ils ont été Lillois et en top, hein. Donc il cite Botman, son retour a fait beaucoup de bien, son jeu de tête est également efficace. Sanchez et Redildo. Baptiste, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, nous faire part de ta sélection? Ouais, je pense que tout a été dit. Ouais, j'aurais mis Benjamin André et Renato Sanchez qui ont été très bons. Et ouais, la charnière centrale aussi, Botman qui nous a fait du bien. Mais à part ça, j'ai pas vraiment de top en plus. En flop, je mettrais peut-être ouais, Thiago Diallo qui était très bon en défenseur central et là, qui dépanne à droite. Il n'a pas été hyper convaincant. On voit très bien que son poste, c'est largement en défense centrale. Mais en défense centrale, c'est vrai que bon, il y avait quand même en face de bons adversaires. Il y avait Souleymana, il y avait quand même Jérémy Doku, des mecs qui carburent, donc ça a dû être compliqué pour lui. Mais à part ça, j'ai pas non plus d'autres top et de flop du côté de Lille et du côté de Rennes. Je me rappelle plus. Deuxième match de la semaine, Lille reçoit 3 ce week-end. Un résultat, donc une deuxième victoire d'affilée, 2-1 contre 3. Un match pas forcément aussi convaincant que le précédent. Qu'est-ce que vous en pensez? Je te vois dubitatif, Georges. Je te laisse la parole là. Non, contre 3, au moins on a eu un truc inédit sur la saison en championnat, on a une équipe à réaction. Euh, Ça, c'était pas arrivé, c'était arrivé à Séville dans un autre contexte, mais on l'avait dit, si on cite la semaine dernière, pour moi, la page de référence, ça allait être 3, parce que Rennes, on savait que les mecs allaient se donner, qu'il allait y avoir du jeu, que contre 3, c'était à grande interrogation. Ça fait partie de ces fameux matchs qui passent un peu à la trappe. Et c'est vrai que celui-là a particulièrement mal démarré. Et au final, l'équipe a su avoir une réaction. Alors, c'est vrai que ça ne donnera sûrement pas le match de l'année. Je pense que si j'avais été spectateur neutre, je me serais largement emmerdé. Mais ça fait du bien, malgré tout, de voir l'équipe mener au score très tôt, prendre vraiment un coup de bambou très vite, sur un but en plus qui est vraiment pas dégueu, et savoir réagir, quoi. Donc, voilà, je retiendrai surtout les 3 points et puis aussi la façon dont ils ont su aller les chercher. Christophe D, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette appréciation du match contre 3? Vu que tu apprécies la tactique, je veux dire, on est reparti en 4-3-1-2 et bizarrement, on se dit c'est quasiment, enfin c'est pas tout à fait les mêmes joueurs parce que Weah blessé, machin, mais bon, Bourak qui joue et tout ça, mais bizarrement ça matche pas. Pourquoi? Je pense que c'est principalement dû aux efforts qui sont faits au milieu, qui sont beaucoup moindres. Je cible là-dessus et qui connaît Sanchez et Bamba, qui vraiment jouent en dilettante complète. Il n'y a qu'à voir Ikoné, chercher à avoir une touche de côté sur un jongle à la con ou Sanchez faire une passe à la con et revenir en marchant. Enfin voilà, on sentait que la conviction n'y était plus. Et j'étais vraiment étonné par la deuxième mi-temps parce que la deuxième mi-temps, on a ressenti des Lillois motivés et recaqués. Donc, est-ce que ça a parlé à la mi-temps? Ils sont partis en 4-3-3. Ça, c'est pour toi, François. Ils sont partis en 4-3-3, donc c'était vachement intéressant de les voir en fait, de se dire, bah, tiens, on va arracher le match. Donc, alors que d'habitude, ils s'en foutent, quoi. Donc, ça, c'est plutôt positif. Et puis, on a fini en 4-2-4 et 4-4-2, ça a alterné. Mais il y a eu plusieurs Kodnana qui est rentré, et il y a eu plusieurs façons de jouer différemment. Et tout compte fait, la deuxième mi-temps, elle est plutôt intéressante parce qu'on a retrouvé une équipe qui se battait et qui voulait absolument y aller. Je me rappelle de la phrase de Fonte à la fin du match de Rennes où il dit si tous les matchs on se bat comme ça, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. En gros, il explique que lui, il est impliqué, mais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Et donc, cette deuxième mi-temps contre 3, elle est vachement révigorante parce qu'on se rend compte que il y a quand même eu un déclic à la mi-temps. Et moi, je prends ça comme un fait très positif. Alors, je te vois
bougé la tête, Baptiste. Alors, que penses-tu, toi, de ce match? C'est effectivement à la mi-temps, il y a des choses qui se sont dites, une intervention de l'entraîneur avec un changement tactique, l'entrée de Jonathan David qui change les choses. Comment tu analyses ce match à double visage? Alors, je vais d'abord repartir sur cette première mi-temps qui, pour moi, je peux dire, c'est l'une des plus dégueulasses qu'a fourni le LOSC, mais on est presque sur ce ton-là. Je me rappelle Je de n'étais ce pas corner. présent, mais mon petit doigt m'a dit que tu étais très énervé. En première mi-temps, je ne l'étais pas forcément. En première mi-temps, non. En deuxième, je pense que à voir. Mais non, mais du coup, sur cette première période, vraiment, c'était dégoûtant à voir. Je me rappelle des corners qui étaient tirés par les Troyens, alors hormis le but de Djigomé, mais aucun joueur lillois, enfin tous les joueurs lillois étaient présents dans la surface. On aurait dit la 90e minute d'un match où tu gagnes 1-0. J'ai jamais vu ça. Tous les Lillois, alors que c'est la 5e minute de jeu, sont tous dans la surface, aucun n'est devant. Après, bon, il n'y a pas de pressing là-dessus, mais donc c'est une première mi-temps calamiteuse, des passes loupé, des tirs vraiment loupés, si ce n'est la tête de Bourak et le magnifique arrêt de Gauthier Galion, mais cette fin de mi-temps est à oublier. Cette deuxième mi-temps, on a vu l'entrée de Jonathan David qui a fait extrêmement de bien, pardon, avec donc ce 4-4-2 et ce duo avec Bourak Yilmaz qui a bien marché. Et c'est vrai que voilà, Jonathan David, et ses qualités, bien évidemment, de buteur, mais on le voit quand il est présent sur le terrain, il débloque des espaces. Et même pour Bourak, voilà, a su débloquer des espaces parce que sur le premier but, il y a un appel et il prend 3 joueurs troyens avec lui, ce qui laisse le champ libre à Jonathan David. Donc c'était vraiment une superbe deuxième période du côté lillois. Christophe, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ta vision de ce match? Juste revenir sur ce qu'a dit Georges tout à l'heure. On était présent en tribune avec Baptiste et avec Christophe. Et c'est vrai qu'on est plutôt, on a plutôt du retrait vis-à-vis de notre club, hein. On s'est fait chier quand même, hein. Franchement, pour la première mi-temps, qu'est-ce qu'on s'est emmerdé. Du Alors, voilà. recul, du recul. Le recul, on l'a le recul, hein, forcément. Bon, voilà, après, la deuxième était beaucoup plus intéressante. Merci Gourvenec d'avoir changé les choses tout de suite. Mais la première mi-temps, avec nos deux latéraux excentrés, Bamba Ikoné et Bourak dans l'axe, ça marche pas, ça marche plus. Ça a eu marché, comme on dit, mais avec lui, là, tout seul devant, le pauvre, il s'est ennuyé autant que nous. Bourak n'a pas vu un ballon, il les a vus passer de loin, au-dessus de sa tête, à 12 mètres. Enfin, voilà. Aucun intérêt enfin, la première mi-temps, aucun intérêt. Et après, la deuxième a été un petit peu mieux, forcément, avec l'entrée de Jonathan David, qui a remis du dynamisme dans notre tribune et sur le terrain. Donc, forcément, ça fait du bien. Après, c'est mon chouchou, donc je ne vais pas, voilà, pas dire le contraire, mais ça a nettement mieux fonctionné. Burak tout seul dans l'axe. En première mi-temps, je ne sais même pas s'il a une frappe au but, le pauvre. Après, c'est pas, voilà, ça ne tient pas que de lui, hein, mais voilà. Après, moi, j'ai été étonné par le jeu troyen, si on peut sortir du LOSC un petit peu. Ça joue plutôt bien au foot. J'ai été vraiment surpris de leur prestation. C'est technique, ça va vite également. Ça joue au foot. C'est pas une équipe qui est venue pour défendre. Alors peut-être que du coup, ça nous a étonné, mais voilà. Et puis heureusement qu'on a pris ce but à la 6e et pas à la 86e, comme on fait d'habitude. Du coup, ça nous a laissé un petit peu de temps, un petit peu pour nous remettre. Et puis eux se remettre dans le sens du jeu, effectivement. Mais on a vu quand même que quand l'effectif est pas aussi complet que quand on l'a contre Rennes, c'est quand même vachement plus dur, même contre une équipe de 3. Enfin voilà, il y a pas à rigoler avec ça. Enfin voilà, dès qu'on a des joueurs absents, des joueurs importants, on a quand même vachement plus de mal. Et effectivement, on a senti tout de suite la différence avec le match de Sven Botman en défense centrale. Il a rejoué un match, on voit tout de suite la différence. Diallo fait ses matchs, effectivement, on ne peut pas lui reprocher, mais on voit tout de suite la différence dans la sérénité. Et voilà, et je pense que ça va aider également notre gardien quand on aura notre défense centrale recomposée avec Sven Botman et Fonte. Ça va lui amener un petit peu de sérénité, je pense. Je vous J'espère. propose de passer au top et au flop de ce match. Alors, on va commencer par Christophe D, qui, je suis sûr, a envie de nous faire sa sélection des joueurs qui ont réussi et de ceux qui ont un peu moins bien réussi ce Lille 3. Moi, je ne suis pas très flop, tu vois. Si j'ai fait un gros flop, Ikoné, Sanchez et Bamba. Messieurs, il faudrait peut-être considérer tous les matchs à même niveau parce que franchement, c'est pas normal. Alors, je considère la première mi-temps différente de la deuxième mi-temps, mais
même encore. Deuxième mi-temps de Sanchez, elle n'est pas belle non plus, quoi. Et il a quand même fait n'importe quoi sur plusieurs trucs, sur plusieurs cas où il a essayé de garder le ballon, il a foutu en touche, enfin bref, c'était pas terrible. Moi, le gros plus, c'est David, évidemment, parce que sa rentrée en jeu, elle est énorme. On voit bien qu'il change d'équipe à lui tout seul parce que ses appels sont tranchants, parce qu'il est efficace et il a la réussite. Sur ces 2 buts, il y a de la réussite. Hein. La première fois, la balle est touchée. La deuxième fois, la balle, il veut la mettre au centre. La balle elle est contrée par l'arrière dans le but. Donc, c'est la réussite, mais ça explique aussi son niveau actuellement. Après, je mettrai un gros plus encore à fond parce que moi, je trouve que, comme je disais tout à l'heure, hein, ces matchs s'enchaînent et il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Franchement, il est juste énorme. Et un énorme plus à la deuxième mi-temps de Gerbic. Première mi-temps, moyennasse. Deuxième mi-temps, il est énorme. Nous a fait une sortie à Tony Silva en début de deuxième mi-temps où il va chercher le ballon à 10-15 mètres de ses buts en plongeant et on en a cherché sur un plongeon. S'il se loupe, il y a but dans le but vide et c'est la risée de toute la France. Donc, et là il ne s'est pas loupé, il l'a eu. Et sur le deuxième mi-temps, il a été énorme, il a été très très bon. Donc, bravo Gerbic, en progrès. Et j'espère que ça nous augure une belle suite dans la saison. Parce que là, il a vraiment prouvé qu'il savait le faire, quoi. Après, si c'est de la confiance, j'espère qu'il l'a trouvé dans cette mi-temps. Je vous rappelle que tout ce qui se dit au Bistrot d'Aiosk est enregistré et que notamment cet avis sur Rebic de Christophe D est bien sûr enregistré et à votre disposition, notamment sur le replay qui sera diffusé sur la page YouTube de l'émission. J'avais oublié de le préciser en début de ce bistrot d'Adélélos. Je sens que Georges a énormément envie d'intervenir pour nous faire part de sa liste des tops et des flops. Bah, Christophe vient un peu de la lancer parce que moi, justement, en flop, je vais faire Gerbic de la première mi-temps et en top, Gerbic de la deuxième mi-temps. Parce qu'il y a aussi l'arrêt réflexe, la détente ras du poteau qui est vraiment le ballon qui part dans le petit filet. On l'attendait enfin, cet arrêt qui nous bluffe, il est arrivé là au meilleur moment. Mais ce qui est frappant sur le match, parce que bon, sur la première mi-temps, le premier but est magnifique, mais il reste vraiment les pieds dans le ciment. Et derrière, encore une fois, on le voit très hésitant à quitter ses 6 mètres. Il y a un moment, je crois que c'est Font qui est encore en difficulté. Il protège le ballon. Ouais, non, mais c'est ça. Mais ça avait déjà été le cas lors du dernier match de championnat. Encore une fois, Font protège le ballon et attend que Gerbic arrive et Gerbic ne bouge pas. Et putain, il me dit à ce moment le grand moment de solitude pour Font. Alors qu'en deuxième mi-temps, il y a cette fameuse sortie-là, mais très régulièrement aussi, il a beaucoup su soulager la défense. Et à mon avis, il y a un mec qui a dû lui expliquer que le règlement l'autorisait à jouer aussi au-delà de la ligne de 6 mètres, en fait, qui avait le droit de sortir de ses 6 mètres. C'était autorisé, quoi. C'était pas une zone de gardien de hand. Et de ce fait, il a vraiment. Il change un peu le cours du match parce que je pense que si on prend ce deuxième pion, ça nous augure une fin de match beaucoup plus compliquée. Donc, je voulais vraiment revenir sur lui en particulier. Puis évidemment, au niveau du top, on ne peut pas ne pas citer David, qui est vraiment joker fulgurant. Et pour faire le lien, ce que disait Christophe, c'est autant, oui, on voit Bamba et Iconé dans Sanchez se perdre dans les espaces sans trop savoir où ils vont. Chez David, ce que j'adore, c'est cette verticalité, quoi. C'est cette espèce de sens du but et beaucoup de choses que j'aime chez lui, la vitesse, la puissance et puis quand même la finesse et l'opportunisme. C'est un joueur qui sait arracher tous les ballons. Pareil contre Salzbourg, quoi. C'est un but. Ça demande un sang-froid fou, il est toujours là, donc vraiment, je rappelle quand même pour mémoire qu'il y a un an, beaucoup de supporters demandaient à quoi servait David, quoi. Souvenez-vous, il y a un an, c'était, en gros, je pense qu'il avait la cote de popularité de Jocelyn Gourvenec, quoi. Il y a 11 mois. Il y a 11 mois, oui, il y a 11 mois. La cote de popularité de Jocelyn Gourvenec avant ou après la qualification en 8e de Ligue des Champions? Voilà. Réponse demain. Alors, le débat Gerbic est lancé sur les commentaires de l'émission. On a
On a beaucoup de sujets là-dessus. Alors, on a Julien qui nous dit Gribic, 45% de passes réussies, c'est lamentable. On ne peut pas construire du jeu si on n'a pas une bonne première passe. C'est le regret de Mike Maignan, notamment. Hein. On a Julien qui n'est pas d'accord avec Christophe. Alors, il parle de Sanchez, là, mais par contre, il cite que Gribic a enfin réussi un grand arrêt, un arrêt déterminant. Il le met dans ses tops, au même titre que Reinildo et que Sanchez. Et c'est là où il dit qu'il n'est pas d'accord avec Christophe sur Sanchez. Dans ses flops, il nous met les deux Jonathan, Joe et Joe. Il nous met Bastien, l'arbitre catastrophique, que des mauvaises décisions, c'est humain, arbitre, c'est pas facile, mais quand tu fais preuve d'un minimum d'humilité, et donc il trouve que celui-ci est plutôt hautain. Et enfin, il faut dire quand même à Julien que Bastien catastrophique, c'est un pléonasme. Hein. Ouais, c'est clair. Comme Schneider, comme. Oui, c'est vrai. Ouais. La liste n'est pas exhaustive. On va pas tous les citer. Et puis Olivier qui nous dit que Christophe D a marabouté Gribic et c'est peut-être pour ça qu'il y a ce changement finalement de comportement. Je vais laisser Baptiste pour réagir finalement sur ses tops et ses flops. Alors, moi, je vais mettre en top, un peu comme tout le monde, mais je vais mettre seulement les mains de Grbić. Parce que vraiment, pour moi, le top, c'est les mains de Grbić. Cet arrêt extraordinaire hein, sur Kouamé. Et ouais, cette verticalité, vraiment, on était impressionnés. On a limite célébré ça comme un but. Hein, cette verticale, je m'en remets toujours pas. Et puis, en flop, ses pieds. Vraiment, je sais pas ce qu'il faut avec ses pieds. Il va falloir qu'il s'entraîne à un moment parce que c'est désastreux, ses pieds. Lui non plus, ouais, parce que là, la statistique, 45%, pour moi, elle est même haute. Hein. Après, s'il compte les passes qu'il fait à fond à 2 mètres, ça compte pas. Donc, mais après, mis à part ça, donc en top, du coup, les mains, et après, ouais, Reinildo qui a été très bon dans ce match, il a récupéré pas mal de ballons. En flop, du coup, je vais mettre les deux Jonathan, Jonathan Bamba et Jonathan Iconé, qui ont été transparents, absents. Je ne me rappelle pas d'une superbe action qu'ils ont réalisée. C'est assez décevant d'ailleurs pour un joueur Koikone on parle qu'il devrait partir dans un mois et qui loupe tant d'actions, tant de passes, de dernières passes. C'est ça qui est décevant. Je me rappelle de cette action face à Rennes où il y a un contre, je crois que c'est du 2 contre 1 et il met la balle dégueulasse. On a pu gagner 3-1, mais du coup, les deux Jonathan et après du côté de 3, j'ai bien aimé Robin Kouamé qui a été bon. Un peu bouché quand même, mais sinon, à part ça, il n'y a pas vraiment de top qui me viennent du côté de 3, si ce n'est ce but de Tristan Djigomé qui est d'ailleurs magnifique. Et d'ailleurs, en revoyant les images, il me semble que ça a été travaillé parce que Djigomé dit avant à Tardieu de lui mettre là. Donc, ça a dû être travaillé et bien joué à eux. Voilà, quelqu'un a quelque chose à rajouter sur ce match 1003 ? Non, moi je voulais juste vous rappeler que je l'évoquais tout à l'heure en début de passage, 2 victoires d'affilée, 6 points. Ça ne se traduit pas aujourd'hui par un changement sensible au classement. On est toujours, je crois, 11e, si je ne dis pas de bêtises. On est 11e, donc juste devant Lyon, notre futur adversaire. Et par contre, en nombre de points, on se rapproche du podium. Si Rennes est toujours à 7 points, on est à 5 points de Marseille, à 3 points de Nice et de Lens. Donc, on a portée de fusil. Et surtout, à un moment, on commençait à évoquer le rétroviseur et de regarder les places derrière. Là, on est maintenant 10 points devant le barragiste. Et a priori, on a repris une distance de sécurité. Vous pensez que c'est une bonne chose, Christophe? Juste un truc pour les stats, j'ai vu le petit Lillois a mis la stat. C'est la première fois depuis 14 ans qu'on bat 3 en Ligue 1. Je trouve ça effarant parce qu'ils sont quand même venus 2-3 fois en Ligue 1 entre 2-3. Ouais, ils ont souvent passé beaucoup de temps en Ligue 2. Ouais, mais c'est quand même. Je veux dire, ça doit faire plus de 80 ans qu'on n'a pas pu battre le Red Star en Ligue 1. Hein. Non, mais 3, ils sont déjà venus 3 fois, ils ont eu Furlan. Ils ont eu Furlan pendant 5 ans. Une fois tous les 2 ans. C'est vrai. Et ça ressemble un peu à des statistiques d'une bête noire qu'on aurait effectivement battue cette semaine. Mais cette stat, elle n'est pas juste à domicile. Je sais pas. Je pense qu'on les a battus là-bas.
J'ai pas l'impression, je crois que c'est domicile et extérieur. Je crois qu'on a beaucoup Ah de bon. difficultés. On va regarder ça. Hein. Alors, Baptiste va nous confirmer tout ça. Je vous propose de passer à la deuxième partie de l'émission. Donc, on va aller faire le point sur le match de demain, Wolfsburg, la porte des étoiles. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est l'heure de vous poser la question du jour. Alors, la question du jour, elle va être très longue, comme souvent mes questions. Hein. Donc, la question, et vous vous souvenez, Coupe d'Europe, en 2006, l'exploit du LOSC qui a permis la qualification, la première qualification en huitième de finale de Champions League, s'est déroulé à Milan. Lille a battu Milan 2-0. Je ne vous demanderai pas le nom des buteurs, ce serait trop simple. Hein. Je vous demanderai simplement, le match était dans l'effectif, le gardien du LOSC était Greg Maliki, qui n'était pas le gardien titulaire du LOSC cette saison-là. La question, c'est qui était... Alors, elle est à plusieurs... Il faut répondre plusieurs choses. Hein. Qui était le gardien titulaire qui n'a pas pu jouer ce match? Pourquoi ne l'a-t-il pas joué? Et à l'occasion de quel match précédent Milan a-t-il subi le sort qui l'a empêché finalement de jouer de ce match? Vous pouvez y aller, dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Le premier qui répond donc à cette question à plusieurs chapeaux remporte une place en tribune nord, basse, pour le match Lille-Lyon. Il pourra voir le match en compagnie de Christophe C, Christophe D, moi-même, et donc il pourra finalement participer à un bistrot en réel. Donc n'hésitez pas, le premier qui répond sur le groupe Allez le LOSC. Alors j'ai déjà le nom, c'est simple. Maintenant, blessé, Aurélien est bien parti. Il lui manque plus qu'à trouver le match pour lequel il s'est blessé. Je vous propose, pendant que les internautes se déchaînent sur les réseaux sociaux, de passer donc à cette deuxième partie de l'émission du Bistrot d'Allez le LOSC. Wolfsburg, la porte des étoiles, un match capital demain soir auquel nous n'assisterons pas physiquement, malheureusement. Le déplacement a été annulé pour cause de Covid. Donc, Christophe C. et moi devions aller ensemble au bus. Donc, on n'aura pas le plaisir de se lever à 3 heures du matin. Ça, c'est le côté positif. Mais par contre, on devra regarder ça à la télévision. Donc, un match essentiel. Vous savez l'enjeu. En cas de défaite, le LOSC est basculé en Europa League, des barrages, l'équivalent des 16e de finale d'Europa League. En cas de victoire ou en cas de match nul, le LOSC est qualifié en 8e de finale de la Ligue des Champions, à la première ou la deuxième place selon les scénarios. Comment voyez-vous ce match? Qu'en attendez-vous? Quels sont vos espoirs et vos craintes? Baptiste, on va commencer par toi. Ce match face à Wolfsburg, j'ai envie de dire déjà, j'en ai un peu rien à faire des calculs. Pour moi, ce match, il faut le gagner. Clairement, tu m'as fait peur. Hein. Ouais, j'ai failli. On n'est pas au stade. C'est pas l'insulte qui m'a fait peur, c'est la raison. J'en ai rien à faire du match de Wolfsburg, je m'en fous. Je suis au bistrot des LOSC, je vais vous parler du match de Wolfsburg, je m'en tape complètement. Moi, le match, c'est 3. Le match, c'est vrai. Non, mais vraiment, du coup, pour moi, les calculs, il n'y a pas de calcul à faire. En cas de victoire, on est premier de cette Ligue des Champions. Il faut vraiment gagner. Je me rappellerai l'année dernière en Ligue Europa où en cas de victoire contre le Celtic, on était premier de Ligue Europa. Finalement, on perd, il me semble, et ce qui entraîne la deuxième place en Ligue Europa et malheureusement le tirage de l'Ajax, alors que peut-être on aurait pu obtenir un tirage plus favorable qui aurait pu nous emmener un peu plus loin. Donc c'est vraiment important de gagner ce match. On a presque déjà gagné le match aller. On peut le dire, c'est presque une victoire 1-0. Hein. Cette ligne, elle n'est jamais sortie ce ballon. Mais du coup, et ce serait d'ailleurs notre première victoire contre Wolfsburg parce qu'au niveau des statistiques, il y a eu 2 matchs nuls. Donc un en Ligue des Champions, le premier en Ligue Europa et une victoire pour Wolfsburg de 3-0. C'était d'ailleurs au Stade Pierre-Mauroy. Donc ce serait bien pour le LOSC de s'imposer et de finir premier du groupe.
D'autant qu'on sait qu'actuellement, les premiers carburent en Ligue des Champions et ce sera vraiment intéressant de tirer un deuxième parce qu'il y a beaucoup de clubs qui sont actuellement à 12 points sur 12. Non, 15 points sur 15, pardon. Et donc, si on commence à tirer un gros club comme le Bayern, ça va pas trop le faire. Alors, avant de passer la main à Christophe C, un petit point sur le jeu du bistrot d'Aléosque. Donc, on a Aurélien et Olivier qui sont bien avancés. Effectivement, c'était bien Tony Silva, le gardien titulaire du LOSC cette saison-là. Il était bien blessé à la main. Il vous reste à trouver dans quel match il s'est blessé à la main juste avant le match de Milan. Le premier qui donne la réponse remporte la place. Christophe C, tes espoirs, tes attentes sur ce match de Wolfsburg? Je vais me coller un peu à ce que vient de dire Baptiste. Je crois que c'est important d'essayer vraiment de revenir avec la victoire et garder cette première place qui peut être intéressante voilà, pour la suite de la composition si on veut vraiment aller loin, si c'est pour retirer un gros derrière. Alors forcément qu'une grosse affiche fera venir au stade beaucoup plus de monde qu'on a pu le faire là. En tout cas, nous, on y était. Hein, on va pas, voilà. Mais c'est sûr qu'une grosse affiche, ça plairait à beaucoup de gens, mais je pense que le but, c'est quand même d'aller le plus loin possible dans cette compétition. Si on la joue, c'est pour ça. Et donc, forcément, essayer d'avoir un tirage un petit peu plus clément, même si ce qu'on va sortir derrière fera forcément venir du monde. On aura vraiment une belle affiche quand on voit les qualifiés déjà actuellement. Mais voilà, et essayer de finir premier. Et puis, pour Monsieur Létang, c'est important, je crois. Parce que financièrement, ça peut être important aussi, finir premier. Donc, il n'y a pas de petits intérêts non plus dans le football professionnel. Donc voilà. Après, qu'est-ce qu'on attend? On attend de voir un beau match. Alors forcément, on n'y sera pas. Comme tu le disais tout à l'heure, c'est dommage. On avait commencé déjà à tout préparer. On était bien chaud déjà. Hein, donc voilà, on va en garder en réserve pour le match de Lyon. Mais voilà, on sera devant la télé comme beaucoup, j'espère. Alors, ça a bien avancé sur le jeu du bistrot d'Aléosque. Hein, c'est Aurélien qui remporte la place pour le match Lille-Lyon. Donc, Aurélien, tu peux me contacter en privé juste à la fin de l'émission ou demain matin si tu préfères pour convenir des modalités pour la mise à disposition de la place. Et on a également, d'ailleurs, je profite pour leur faire un petit clin d'œil, Damien Boone qui nous dit qu'il fallait lire DBC, que la drogue, bière et complot contre le LOSC, que la réponse à cette question était incluse sur leur blog. Et bien évidemment, c'est une référence, Damien, DBC pour le bistrot de LOSC. Alors, qui veut prendre la parole? Peut-être Christophe D? Oui, moi je pense que c'est vraiment le match qui nous convient. Wolfsburg est dernier, donc ils doivent absolument gagner pour avoir une place en Ligue des Champions ou même UEFA. Donc ils vont attaquer, ils sont obligés. Et il ne faut pas oublier qu'on est une équipe de transition, qu'on s'est joué vite devant. Alors, malheureusement, on a Weah qui est out, donc il ne pourra pas nous apporter sa vitesse et son sens du contre. Mais on a plein d'autres joueurs. On a des joueurs, on en parlait en mal, mais alors Bamba il est suspendu aussi. Hein. Mais on aura deux suspendus, Xeka et Bamba, et un blessé, donc j'allais dire Georges Weah. Timothy Weah. Encore. Georges, il est plus que blessé. Il est vieux. Non, et on a Iconé qui était cambriolé. Donc, c'est les 4 joueurs qui sont absents ou incertains pour le match. Balmont, il avait joué après son cambriolage. Hein. Et donc, quoi? Iconé est là, il connaît. Il va être comme Balmont après son cambriolage, il va être allégé. Ça dépend, hein, vu le nombre de montres qui sont disparues, peut-être qu'il arrivera en retard au début du match. Après, je ne sais pas s'il y a de la montre. Mais bon, sinon je pense que c'est un match pour nous, c'est un match de transition, c'est un match où ça peut aller vite. On a quand même des gars qui vont super vite, qui savent être déterminants devant. C'est peut-être d'ailleurs un match où Yazici peut retrouver une place, où il peut retrouver alors, quand je dis aller vite, je parle de Yazici, forcément ça va sourire, mais non, il peut avoir une place plutôt en meneur, en relais, et le gars qui profite de la vitesse des autres pour pouvoir placer ses tirs. Pourquoi pas? Après, c'est peut-être un peu hypothétique, peut-être que c'est un peu la deuxième mi-temps, mais enfin bref, ce match-up, pour moi, il sent vraiment bon. Je serais vraiment déçu qu'on perde à Wolfsburg, parce qu'on a vraiment
tout ce qui fait que, parce qu'on a Botman qui est au repos, qui va revenir là, on a vraiment l'équipe qui est prête pour ce rendez-vous. Et David, il a joué qu'une mi-temps, une mi-temps magnifique contre 3, donc il a été un peu reposé. Enfin, vraiment, on a vraiment tout ce qu'il faut pour faire un super match. Et franchement, je pense qu'on va gagner là-bas. Georges, tu partages cet optimisme? Quel est ton sentiment avant ce match? Bah, aller en Allemagne avec l'affaire au fusil, je rappelle quand même à Christophe qu'il y a des précédents plein les livres d'histoire. Hein. Donc, je garderai quand même voilà, une extrême prudence. Mais moi, évidemment que faut avoir de l'ambition, il faut espérer cette première place. La question que je me pose, c'est je dirais, l'état nerveux des joueurs, comment ils vont aborder ce match. On les a vus sur les grands rendez-vous, ils ont su répondre présent cette année, surtout sur les grands rendez-vous et presque parfois seulement sur les grands rendez-vous. Mais donc celui-là, bah, il n'y a pas plus important. C'est vrai que Wolfsburg marque nettement le pas. Hein. Je me souviens qu'au match aller, on a affronté quand même le leader de la Bundesliga. Là, ils sont tombés de quelques grades. Donc, ouais, il y a vraiment la certitude. Et puis, comme dit, ce qui était dit aussi, c'est vrai qu'un nul nous qualifie alors que Wolfsburg va devoir sortir. Au regard du match aller, c'est peut-être pas un mal. Donc, je pense qu'il faudra quand même le prendre avec beaucoup de sérieux parce qu'il n'y a jamais de match évident en Ligue des Champions. Mais j'espère une victoire. Quoiqu'un nul peut nous permettre d'accrocher aussi la première place. Et je crois que cette première place, elle est vraiment importante parce qu'elle peut nous permettre d'envisager de rêver à un quart, quoi. Je sais que je mets un peu la charrue dans les bœufs, mais ça pourrait être grande première pour le club, quitte à, après avoir battu 3 au bout de 14 ans, jouer un quart de finale de Ligue des Champions pour la première fois, ce serait vraiment les grandes premières, quoi. C'est presque aussi beau. Presque. Bon. Après, pas déconner non plus. Après, s'il faut aller en quart, j'espère que ce ne sera pas trop loin. Donc, éviter les Moscou ou les choses comme ça. Je préfère aller sur des pays beaucoup plus proches. Oui, je sais. Bon, elle n'était pas terrible celle-là, mais bon, il faut faire un effort. Alors, le Wolfsburg, qui n'est pas dans une forme exceptionnelle, hein, ils sont, je crois, 8e en Bundesliga. Ils ont une série de résultats qui ne sont pas exceptionnels. Ils ont perdu à l'extérieur contre Mainz, qui est 7e du classement. Ils ont perdu à domicile contre Dortmund, donc, qui est 2e du classement. Ils ont perdu à Bielefeld à l'extérieur, qui est 17e au classement. Ils ont perdu en amical contre Hansa Rostock, qui est en l'équivalent de la Ligue 2 allemande. Et la dernière victoire remonte à un match contre le 16e à domicile, donc Augsbourg, 1-0. Ils viennent de changer d'entraîneur. Est-ce que, alors je vais poser une question un peu polémique volontairement, est-ce que Wolfsburg a le niveau pour se qualifier en Ligue des Champions? Et quels sont vos pronostics pour demain soir? Christophe, ça te fait rigoler. Je vais te faire commencer à répondre à cette double question. Oui, Christophe. Déjà, tu m'as appris qu'il y avait des matchs amicaux en Allemagne. Je ne savais pas que ça existait. Mais donc c'est étonnant. Mais après, moi, je pense qu'on va. Un match amical contre Hansa Rostock, je ne pouvais pas le laisser passer. Je ne savais pas qu'il faisait ça. Comme ça. Là, je pense qu'on va gagner. Et je pense qu'on gagne. Je vois le match où on gagne 2-0. Voilà. Je pense que l'équipe va faire un gros match, va les presser, mais un peu ce qu'on a fait à Séville. Les presser, même sans se projeter très très haut, mais ne pas les laisser, dès qu'ils passent au milieu de terrain, ils n'ont pas d'espace. Et nous, par contre, vu qu'ils sont montés au milieu de terrain, on a de l'espace derrière pour y aller. Donc, j'espère que ce sera un match de ce type-là. Et si c'est le cas, eh ben, je pense on va gagner. Donc, 2-0. Georges, est-ce que tu veux répondre à cette double question? Vous pouvez aussi donner vos pronostics sur les commentaires du groupe Facebook Allez LOSC. Ben moi, 1-0, je prends. Hein. Donc, ouais, voilà, 1-0.
simple, concis, efficace. Christophe C, est-ce que tu as un pronostic et un avis sur le niveau de Wolfsburg qui au final, est-ce que ce n'est pas l'équipe la plus décevante du groupe pour l'instant? Ça a été le jeu le moins plaisant à voir, en tout cas à Lille. Ça a été le jeu le moins plaisant contre les autres équipes du groupe aussi. Ils n'ont pas montré grand-chose. Je crois qu'ils n'ont pas énormément marqué non plus. Enfin, voilà, oui. Heureusement qu'on a eu des faits d'arbitrage contre nous, parce que sinon, je pense que celui-là, il l'aurait perdu déjà aussi. Donc, une petite victoire 1-0. Mais oui, forcément, je m'attendais vraiment à une très, très belle équipe de Wolfsburg. Hein, quand on prend les émissions de début de saison, on parlait de ce groupe. Sincèrement, je m'attendais vraiment à un beau football léché. Alors oui, ça joue au foot, mais ça fait pas grand-chose. Ça produit pas beaucoup de jeux. Au final, ça se crée pas beaucoup d'occasions. Donc, j'espère que ça va continuer comme ça demain. Baptiste, on va terminer ce petit tour de table par toi. Comment tu vois le match et comment tu vois finalement cette équipe de Wolfsburg qu'on attendait comme un des favoris du groupe et qui finalement, avant le dernier match, se retrouve à la dernière place du classement, même si ce classement peut grandement changer en fonction des résultats de demain. Oui, bien évidemment, ce classement peut changer. Maintenant, j'attends de voir voilà, un Lille convaincant, un Lille dans la continuité voilà, de cette semaine vraiment capable de gagner. Il faut savoir d'ailleurs que Lille gagne 70% Quand Lille gagne, plus de 70%, c'est une victoire de buts 1. Donc j'espère vraiment que là se gagnera 2 buts 1 demain. Après, dans ce groupe, au niveau de mes pronostics, je pense vraiment que ça va rester comme ça. Hein. Lille premier, Salzbourg deuxième, Séville troisième et Wolfsburg quatrième. Mais je m'attends vraiment à une victoire demain du LOSC. La victoire, rien que la victoire. Alors, je vous rappelle que en Coupe d'Europe, les résultats du LOSC en Allemagne ne sont pas fameux. Nous n'avons jamais gagné, sauf erreur de ma part, en Allemagne, même lorsque nous avons rencontré Aachen, un club qui était à l'époque en Ligue 2, donc en Ligue 2, enfin en deuxième division, en coupe qui s'appelait encore UEFA, je pense, à l'époque. Ouais. Alors, on a quelques pronostics sur Facebook. Julien qui nous pronostique une victoire du LOSC 2-3 avec une pluie de buts. Il y aura donc du verglas sur le stade de Wolfsburg, s'il y a une pluie de buts. Olivier qui nous rappelle ses pronostics il y a 3 semaines, donc il avait dit victoire contre Salzbourg et nul contre les Allemands, 1 partout. Capenoul qui nous dit 2-1 pour le LOSC comme d'habitude, donc il rejoint le Baptiste qui nous disait la même chose. Et Olivier qui nous rappelle que Arène, c'est Aix-la-Chapelle. C'est l'occasion de rappeler que le Bistrot des LOSC est une émission qui se déroule en version originale, non sous-titrée. Donc, on était resté sur Arène. C'est pas de sur la main, quoi. Je vous propose de continuer peut-être sur la troisième et dernière partie de l'émission en français. Donc, un retour finalement sur le prochain match de Ligue 1 contre Lyon. On a appelé ça le Deceptionico. Donc, un match au sommet finalement entre deux équipes qu'on attendait beaucoup plus haut au classement et qu'on retrouve finalement embourbé au milieu du classement, dans ce qu'on appelle généralement le ventre mou. Qu'attendez-vous de ce match? Comment voyez-vous cette rencontre? Donc, il y aura lieu 4 jours après le match de Wolfsburg, en sachant que les Lyonnais ont également un match de Coupe d'Europe le jeudi au Celtic, si je ne dis pas de bêtises. Par contre, un match sans enjeu, et il est probable que Peter Bosz, l'entraîneur de Lyon, fasse tourner son effectif pour préparer le match le plus important pour eux de la semaine, qui sera le match à Lille. Alors, qui veut commencer? Georges, je te vois t'agiter sur ton fauteuil. Est-ce que tu veux prendre la parole en premier? Ouais, donc, comme tu le dis, je pense que les deux équipes ont un match dans la semaine, mais sans doute pas avec la même intensité, le même enjeu. Ça dit, pour avoir vu jouer Lyon encore dimanche soir, je suis assez sceptique quant au potentiel de cette équipe. Enfin, je trouve qu'il y a des talents, indéniablement, mais ce qui manque sur le terrain, c'est ce qui manifestement ils ont en excès dans les tribunes, c'est des porteurs d'eau, quoi. Et c'est ce qui leur manque sacrément.
parce que, bon, je vois quelques joueurs, c'est vrai que les Brésiliens sont excellents, il y a des joueurs particulièrement doués, mais le deuxième but bordelais, c'est un cas d'école. On voit vraiment les mecs se bafouiller. Enfin, c'est une équipe qui est capable d'exploits techniques assez impressionnants et tout d'un coup d'avoir des absences très longues. Enfin, c'est en tout cas ce que j'ai vu face à une équipe très faible de Bordeaux. Ça donne au final un match spectaculaire, mais qui tient beaucoup plus, je dirais, du fait que il y a eu des errements défensifs, il y a eu un vrai manque de combativité de certains joueurs, quoi. Je me demande aussi si finalement les Lyonnais ne sont pas dans notre cas, c'est-à-dire choisissent un peu leur match, auquel cas j'aurais envie de leur rappeler que Lyon est un grand club, rappeler aux joueurs lillois que Lyon est un grand club et rappeler aux joueurs lyonnais que Lille est un tout petit club, quoi. Alors, on a un match où il y aura des absences des deux côtés. On aura pour Lille Ouéa qui sera toujours blessé. Renildo sera suspendu, donc un joueur qui est toujours efficace sur ses derniers matchs. Et du côté lyonnais, ils vont devoir déplorer l'absence de Deneyer, qui est HS pour une fracture, je crois, à l'occasion du dernier match. Et ils ont suspendu Paqueta, qui peut être effectivement un point C'est positif une pour bonne le nouvelle. LOSC. Ouais. Christophe D, toi qui es un spécialiste du jeu lyonnais, que penses-tu de ce match? Qu'en attends-tu? Je dirais même du jeu à la lyonnaise. D'accord. Non, mais ils ont un super entraîneur. Franchement, ils ont récupéré un entraîneur de classe mondiale. Je suis étonné que ça marche pas, en fait. Je ne sais pas ce qui se passe dans ce club. Après, j'ai l'impression que quand un entraîneur dans ce club, il se fait toujours chamailler ou emmerder par la moitié du staff ou voire les trois quarts du staff. Je ne sais pas ce que c'est le bordel dans le staff lyonnais pour que un entraîneur de cette classe-là soit emmerdé. Enfin bref, je ne sais pas. Enfin bref, tant mieux pour nous. Tant mieux pour nous parce que ça nous laisse une chance. Et en fait, c'est un gros match, donc je suis plutôt confiant parce que c'est un gros match. Le match se déroule à 13h. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est Ouais, 13h 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 le dimanche, dimanche. 13h dimanche. 13h, la dernière fois qu'on a joué à 13h, c'était pas terrible. Hein. Je crois Mais qu'on n'a pas joué en 3h. là, il y aura le tout à fermer, il n'y aura pas de vent. Ok, donc ça c'est bien. Et puis voilà, les Lyonnais sont pas forcément grands. Non, mais je pense que euh, le match là, ça va être le match, un peu match tournant du ventre mou. C'est-à-dire que si ce match-là, on arrive à le gagner, et on a tous les atouts pour le faire, hein, je pense que, enfin, faut pas péter David à Wolfsburg, c'est sur le truc, mais on a tous les atouts pour le gagner. Et si on se gagne ce match-là, eh ben, on repasse dans la dynamique en disant, il nous reste un match avant la fin de l'année, enfin avant la mi-saison, et on peut être dans le bon côté du classement avec une optique de remonter au classement pendant les matchs, pendant la partie de saison où on n'aura pas les semaines à trois matchs. Et donc voilà, enfin, ou alors la Coupe de France, mais c'est différent. Donc je pense que c'est vraiment le match décisif. Et je pense qu'on va réussir ce virage, que les gens. Et encore une fois, la deuxième mi-temps contre 3 m'a mis en confiance. J'ai vraiment trouvé une équipe qui a changé de visage en demi-temps, qui s'est dit c'est pas possible qu'on va pas perdre contre 3, on va pas finir 15e, que c'est quoi ce bordel. Et donc j'espère et je pense qu'on va enchaîner deux bons matchs cette semaine. Alors, je vous rappelle le calendrier finalement qui restera après le match de Lyon. Donc le 18, nous recevons Auxerre en Coupe de France, hein, et on termine finalement cette première partie du championnat par le Gérard Lopez-Ico à Bordeaux, contre un Bordeaux qui est plutôt en mauvaise posture. Donc effectivement, ce match contre Lyon peut être un match clé pour le démarrage finalement de la deuxième partie de saison. Christophe C., quelle est ton analyse sur ce match? Quelles sont tes attentes? Une analyse, c'est un bien grand mot. Mes attentes, c'est une victoire. S'il y a un club que j'aime pas en France, c'est bien celui-là, Lyon. Alors là, je les aime pas, mais alors... Et ça remonte depuis longtemps. D'ailleurs, j'arrête de les regarder depuis... Enfin, j'ai arrêté depuis Juninho et Anderson, ça vous dit? Oui. Voilà, ça remonte.
Ouais, moi j'ai Baptiste arrêté, a dit oui. je les supporte pas. Alors je les supporte pas pour plein de raisons. Pour leur président, que je trouve abject. C'est certainement un grand industriel, il a fait plein de choses, mais alors lui, je peux pas, je ne peux pas. Je pense qu'actuellement, il fait beaucoup de mal au football français et il fait beaucoup de mal à son club. Après, il y en a un deuxième que j'aime pas dans cette équipe, c'est leur gardien. Nous, on a Garbage, eux, ils en ont un, là, je ne vais même pas citer son nom, notre ami portugais. Je l'aime pas, il fait des sorties, c'est pas des sorties, ce joueur est d'une violence incroyable. Et puis voilà, et je suis resté là-dessus parce que j'ai eu l'occasion de faire un déplacement il n'y a pas très très longtemps. J'ai rarement été aussi maltraité dans un club que par les Lyonnais. Donc voilà, ils ont des façons de faire avec les supporters adverses qui sont inacceptables, je trouve. On ne peut pas nous garder 3 quarts d'heure, presque 1 heure dans une tribune, dans un bled paumé en dehors de Lyon, et puis on se démerde quand on peut pour rentrer en ville. Enfin voilà, c'est des choses qui ne peuvent pas se faire, je suis désolé. Pour un grand club qui se veut un grand club, il y a des choses qui ne se font pas. Voilà, alors après, oui, bah, c'est un match de Ligue des Champions de toute façon, donc il n'y a pas de raison, ils vont être un petit peu affaiblis. J'espère que nous, comme disait Christophe, on ne va pas perdre de joueurs et qu'on va récupérer le maximum de notre effectif. Et puis voilà, après, devant, devant, ils ont Paqueta qui ne sera pas là, donc voilà, je pense que c'est quand même une grosse perte pour eux. Après, on a toujours un de nos anciens joueurs, Mendes, là, qui fait toujours de bonnes prestations. En tout cas, il a mis un magnifique but cette semaine. J'ai vu un petit résumé, là. Il claque une belle frappe. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de lui, donc j'espère qu'il va redescendre et qu'il ne se souviendra pas trop de nous. Voilà, Non, donc moi, j'attends une victoire et puis c'est tout, hein. je vous rappelle aussi la tradition de Thiago Mendes. À chaque fois qu'il est sur le terrain, le LOSC ne perd jamais. Enfin, du moins C'est contre ça. Lyon. C'est- Oui, c'est vrai. Baptiste, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ces attentes du prochain match de Ligue 1? Est-ce que le match de Champions League ne va pas jouer finalement un rôle en faveur de l'Olympique Lyonnais qui aura pu gérer plus facilement peut-être son effectif avec un match inutile à Glasgow? Pour moi, il y a deux matchs de Champions League limite. C'est ce match face à Wolfsburg qui est certes un match de Champions League, mais un match face à Lyon qui est très, très, très important. C'est le dernier match à domicile en Ligue 1 cette année à Pierre-Mauroy. C'est l'avant-dernier match de Ligue 1. Donc, il faut vraiment être dans cette première partie de tableau. Ce sera vraiment très bien d'être dans cette première partie de tableau pour cette mi-saison. Tant qu'on y est, François, tu parlais de Thiago Mendes. Lyon, face au LOSC, c'est 9 matchs sans victoire, hein, l'OL face au LOSC. Or, les tirs au but en Coupe de la Ligue. Donc en Coupe de la Ligue, leur dernière victoire face à Lille remonte au 18 novembre 2016. Concernant Lyon, Tu étais déjà né, euh, Baptiste? en 2016, ouais. J'essaie de le déstabiliser depuis tout à l'heure, mais je vais y arriver. Ouais, Vas-y, ouais, enchaîne, presque. enchaîne, je t'en prie. Du coup, le système lyonnais, c'était un système assez bizarre parce que face à Bordeaux, Peter Bosz avait essayé un système à 3 derrière et ça n'avait pas du tout marché, hein. D'ailleurs, assez faible. D'ailleurs, beaucoup, cette équipe, elle n'est pas vraiment compacte dû aux nombreuses embrouilles dans le vestiaire. Je pense à Boateng et Cherki, par exemple. Et la dernière embrouille, sinon, si on en croit, c'est Boateng Paqueta qui Paqueta aurait traité Boateng d'un célèbre personnage allemand dont je ne citerai pas le nom. Mais donc, ça n'a pas du tout plu à Jérôme Boateng. Mais sinon, l'absence de Paqueta va être très regrettable. Je pense pour nous surtout, parce que je me rappelle cette magnifique passe décisive l'année dernière pour Burak Yilmaz. Enfin, c'était vraiment, il a servi dans les meilleures conditions. Je pense que même à Lyon, il n'a pas réussi à faire d'autant de belles passes. Mais sinon, ouais, ça va être un beau match à voir. J'espère que ce sera un beau match face à deux équipes qui sont un peu dans le ventre mou au niveau du classement, mais qui ont tellement d'atouts dans ce match. J'espère que ça va être un gros match. Ah, il y a quelques réactions hein, sur les réseaux sociaux. On a Capenoul qui nous dit il n'y a qu'un Noël d'Olympique Linois. Encore un clin d'œil à nos amis de DVC. Et Julien qui renchérit, il n'y a qu'un Julien, c'est Julien Darui. Nous avons également euh, Olivier qui nous prévient que le flop, on sait déjà que ce sera à 100% la pelouse. Capenoul qui nous demande si le fameux pigeon qui était là en attaque lilloise lors de l'avant-dernier match à Pierre-Mauroy sera présent. Donc on n'en sait rien. Peut-être qu'ils l'ont libéré, c'est à Il voir. est toujours là, hein. Il Il est était toujours là là? contre 3. Il Ah était bah là. Ah, écoute, ok. Il s'est même fait shooter.
il est, C'est vrai, c'est vrai. il est titulaire à part entière de l'attaque lilloise. C'est finalement, est-ce que c'est une bonne nouvelle? On le saura contre Lyon. Et puis, Julien qui nous précise que, comme Christophe avait un trou de mémoire en ne citant pas le gardien de l'OL, et un petit moyen mnémotechnique, il a le même nom que ton ancien président. C'est ça. Je vous propose de terminer. Je me souviens de ce nom. Je propose de terminer cette émission par un dernier tour de table. Vos pronostics pour ce match Lille-Lyon. Qu'est-ce que vous voyez comme score? Baptiste, tu avais la main, tu peux la garder. Je vais rester sur le même résultat, victoire de 2-1 du LOSC, comme d'habitude. Christophe C. 3-0 pour Lille, expulsion de Lopez sur une sortie hors de ses 18 mètres. Carton rouge. Ça va très loin. Ça fait rire Christophe D, qui a peut-être un avis différent. Il n'y a qu'à Lopez, c'est Gérard Lopez. Non, j'irai 2-0 pour 2-0 pour Lille. On en reparlera la semaine prochaine. On aura l'occasion de parler de son remarquable parcours à Bordeaux et de ce magnifique début de championnat. Georges, est-ce que tu veux donc terminer ce tour de table avec tes pronostics? On a simplement Capenoul qui nous pronostique que le Pigeon jouera ailier et qu'on gagnera 1-0. Je ne sais pas si c'est le Pigeon. Il y a déjà Iconé, on ne peut pas avoir de Pigeon. Qui marquera. Ça va partir. Ça se termine en feu d'artifice, cette émission. Georges, je te laisse conclure. Allez, moi j'aimais bien l'idée du petit 3-0, comme on fait jamais de clean sheet en championnat, un petit 3-1, puis comme ça, un petit ulcère à notre ami Olas, quoi. Bon, bah écoutez, sur cet ulcère à notre ami Jean-Michel Aulas, nous allons terminer cette émission. Bon, je voulais remercier les piliers du bistrot qui ont été présents ce soir. Donc, merci Baptiste. Merci à toi. Merci à Christophe C, son drapeau du Canada. Merci, et à ce week-end en tribune. Merci à Christophe D, sans drapeau, mais avec une belle chemise. C'est ça, avec le nappe. Et merci à Georges qui était cadré d'une façon qu'on ne saura pas dire s'il avait une belle chemise ou s'il était torse nu. Mais en tout cas, merci Georges. C'est bon. Merci à tous. Il n'est pas encore fait celle-là. Merci beaucoup aussi à tous les internautes qui nous suivent chaque semaine de plus en plus nombreux pour à la fois votre présence, vos commentaires et vos différentes réactions. Donc, bravo à, je ne sais plus qui a gagné, à Aurélien qui a gagné donc cette place pour Lille-Lyon, qu'il me contacte. Très bonne semaine pour les supporters du LOSC, semaine très importante, on va le dire 2 fois. Allez le LOSC, on croit tous en club, on est tous derrière eux pour le match notamment de demain et on sera tous présents au stade pour le match de Lyon pour fêter ce qu'on espère tous, à savoir une magnifique qualification en 8e de Ligue des Champions à la première place. Je n'ai pas donné mon pronostic, mais un but 1-0 à la dernière minute, marqué n'importe comment, moi ça me va très bien. De Gribic, sur un dégagement à la main de Gribic, ça me va très très bien. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt et allez le LOSC! Allez, bonne soirée.